L'enregistrement est en cours. Voilà, tout ce qu'il dit, tout pareil. Bon, eh bien écoutez, on va commencer. Je vais mettre un petit chrono pour pas trop déborder parce que j'en ai des choses à dire, mais il faut que, faut que je me limite. Donc, bienvenue à tous. Merci d'avoir rejoint. Donc, comme vous êtes au courant, je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais donc on est dans le thème de la transmission les lundis soirs. Une fois sur deux, c'est les gens qui nous racontent l'histoire et l'autre fois, c'est la transmission dans tous ses états. Donc moi, je vais vous parler du cas de l'industrie des semi-conducteurs. Il y a énormément de choses à dire, mais j'ai essayé de sélectionner ce qui est intéressant et j'espère que ça va le faire en une demi-heure. Donc je sais que l'industrie du semi-conducteur, ça dit pas forcément beaucoup de choses à tout le monde. J'ai essayé de faire une accroche un peu sympa. Une petite question rhétorique, quel est le point commun entre la crise automobile post-Covid, la fin de la guerre froide et la non-invasion de Taïwan par la Chine? C'est plus ou moins tiré par les cheveux, mais c'est pour essayer de faire se rendre compte aux gens qui connaissent pas forcément l'importance de l'industrie du semi-conducteur. Parce que c'est assez difficile de s'en rendre compte quand on n'est pas du tout dans le domaine, mais il faut savoir que c'est vraiment ce qui façonne le monde comme on le connaît aujourd'hui. Et ça, c'est pas une exagération pour le coup. Parce que c'est très technique, mais en fait, c'est tout le monde est concerné, juste on s'en rend pas compte. Et donc, bah par exemple, le côté la crise automobile post-Covid, là, ça a beaucoup fait parler et les gens s'en sont un peu rendus compte. D'ailleurs, beaucoup de pays ont réalisé à ce moment-là à quel point est-ce qu'ils dépendaient de l'industrie du semi-conducteur. Donc grossièrement, après la crise automobile, en fait la raison, c'était qu'il y avait des milliers de voitures qui n'ont pas pu être livrées parce qu'il manquait une puce. Donc c'est vraiment c'est petit mais c'est crucial. C'est comme s'il manquait les roues. C'est pas de puce, pas de voiture. Et donc évidemment, ça a fait tout un effet boule de neige sur l'offre et la demande après le Covid, donc sur le semi-conducteur. Le semi-conducteur. Donc ça, c'est le plus récent. La fin de la guerre froide. Alors c'est pas comme ça qu'on le médiatise et on dit pas oh la guerre froide, c'est les Américains qui ont gagné grâce aux semi-conducteurs. Mais en fait, si on se penche un peu dessus, ça a été une des très grosses raisons. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est un expert soviétique de l'époque qui, dès les années 80, qui était chargé lui de s'occuper des semi-conducteurs en Russie. Donc il était très penché là-dedans. Il était allé faire des visites aux États-Unis et il avait dit à un journaliste la guerre froide est finie et c'est vous qui avez gagné, en fait, en parlant de l'industrie du semi-conducteur, parce que lui, en expert, s'est rendu compte à quel point tout allait, à partir de maintenant, se jouer là-dessus, qu'ils étaient beaucoup trop en retard et qu'ils rattraperaient pas ce retard. Et donc, il l'avait un peu prédit au début des années 80, et après, les gens s'en sont rendus compte vraiment à la fin de la guerre froide dans les années 90. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Mais donc, c'est intéressant. La non-invasion de Taïwan par la Chine, alors évidemment, il y a beaucoup de contextes géopolitiques, mais il faut savoir que c'est franchement, des raisons majeures parce que j'en reparlerai tout à l'heure aussi, mais donc Taïwan, c'est un des points clés de cette industrie. Donc en fait, l'industrie entière, elle repose sur plusieurs monopoles à quelques endroits différents, et Taïwan, c'est presque un monopole, c'est une énorme partie de la production mondiale de puces. Et donc en fait, aussi bien les États-Unis défendent leurs intérêts, enfin ça pareil, j'en reparlerai tout à l'heure, mais la Chine aussi, en fait, a pas forcément tout à fait intérêt à rompre la supply chain. Je vais brancher mon ordinateur avant qu'il s'éteigne. Voilà. Et donc voilà, donc c'est quand même des événements historiques qui ont lieu ou pas lieu, qui finalement reposent sur ces semi-conducteurs. Et on en parle un peu aujourd'hui, mais ça n'a pas du tout été le cas. C'est vraiment un peu une industrie de l'ombre, alors qu'on se rend pas compte que s'il y a des choses qui pètent, et ben c'est vraiment le monde comme on le connaît aujourd'hui qui va vraiment être interrompu pour au moins un moment. Enfin après, on peut toujours trouver des autres manières d'exister. On a existé très longtemps sans, on pourrait faire sans, mais ce serait une transition un peu complexe. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, un mini sommaire, si j'ai le temps de tout faire. Je vais vous redéfinir ce qu'est un semi-conducteur, puisque ça reste quand même un peu flou pour beaucoup de gens, j'imagine. Ensuite, on va parler un peu de leadership industriel. C'est une super manière d'illustrer le lien avec la transmission, parce que c'est pas forcément évident de faire le lien entre des semi-conducteurs et le thème de la transmission, mais j'ai réussi sur plusieurs aspects. Ensuite, on va parler de supply chain, donc de chaîne d'approvisionnement. Il y a beaucoup d'anglicismes, mais c'est l'industrie qui veut ça aussi. Donc la chaîne d'approvisionnement, qui est évidemment le cas concret physique de la transmission. Qu'est-ce que ma voiture, elle est produite là-bas avec des puces qui sont produites là-bas et qui sont créées à cet endroit-là et qui sont dessinées dans un autre pays. Bref, un cas un peu concret.
On va parler un peu des dernières technologies, et évidemment de la géopolitique si on a le temps, mais ça reste une des parties, honnêtement, je trouve la plus intéressante. Voilà, j'espère qu'on aura le temps de tout voir. Donc, définition. Qu'est-ce qu'un semi-conducteur et pourquoi le monde en dépend? Le monde, en tout cas, tel qu'on le connaît. Donc, un semi-conducteur, donc quand on dit semi-conducteur, c'est un peu un abus de langage, parce que semi-conducteur, c'est le matériau qui a donc des propriétés semi-conductives. C'est-à-dire que selon, grossièrement, le courant électrique qu'on lui envoie, soit il va laisser passer du courant, soit il va pas laisser passer du courant. Et c'est donc en laissant passer ou pas du courant qu'on obtient les 0 et les 1. Vous savez, on dit, ah, toute l'information, elle est basée sur des 0 et des 1. Nos ordinateurs, en fait, c'est que des 0 et des 1. La vidéo que vous voyez là, tout de suite de moi qui parle, en fait, c'est des 0 et des 1 qui sont réinterprétés. Et donc, ça, c'est l'unité de base, donc le transistor. Euh, et en fait, une puce, c'est des millions de transistors sur un petit truc comme ça qui fait la taille d'un pouce. Enfin, je vous ai mis une petite image là, à quoi ça peut ressembler. Donc c'est ça une puce. Faut savoir aussi que ces transistors-là, c'est l'unité qu'on va utiliser pour définir les niveaux de technologie des puces. Donc en fait, plus la taille du transistor qu'on est capable de graver sur une puce est petite, plus la puce va être de haute technologie et efficace. Parce que qui dit plus petit la taille du transistor, sur une même taille de puce, on va pouvoir en mettre beaucoup plus. Et aussi, donc ça veut dire également moins de consommation de courant. Enfin, c'est plus efficace. Et voilà. Donc plus de puissance de calcul, et donc chaque génération, on les donne souvent par taille de transistor. En ce moment, on est dans les 7, 5 nanomètres, 3 nanomètres, 2 nanomètres, et des brevets en ce moment dessus. Alors qu'avant, on était vraiment dans le 120 nanomètres. Enfin, ça a énormément diminué. Ça avance à toute vitesse. Donc évidemment, c'est la base de tout le numérique. Donc tout ce qui va être transmettre des informations, les traiter, les stocker, les convertir. Je vous ai mis le petit graphe. Ça représente globalement les différents types de puces. Donc globalement, une majorité, comme vous voyez, c'est les puces de mémoire, c'est-à-dire tout ce qui va être du stockage, une clé USB, ou même des petits trucs dans enfin ouais, le stockage, ça peut être le stockage à long terme comme un disque dur, mais aussi à court terme, votre ordinateur, votre téléphone, il a besoin de se souvenir de petites informations qui après il efface. Mais donc tout ça, c'est ce genre de puce qui est faite. Tout ce qui va être logique, c'est les processeurs, globalement, les cartes graphiques aussi, ça rentre dedans. Donc tout ce qui va faire des calculs en fait et prendre des décisions dans les ordinateurs. L'intelligence artificielle, ça rentre là-dedans aussi. Et après, on a la troisième grande catégorie, c'est les puces, c'est analogue, donc c'est tout ce qui va transformer le réel en digital. Donc par exemple, ma caméra qui transforme moi en vrai et moi comme vous me voyez dans mon ordinateur. Pareil pour le son, pour tout ça. Et ensuite, on a Power, donc c'est les puissances, discrete sensors, c'est d'autres mini-unités qui utilisent aussi du semi-conducteur. Ça reste une minorité. Je vous ai mis pour rattacher à la vie quotidienne, un ordre de grandeur de où est-ce qu'on trouve des puces et combien il y en a. Un téléphone entre 50 et 100, plus que dans un ordinateur. C'est un peu le même principe, un téléphone et un ordinateur, mais les téléphones ont vachement plus notamment tout ce qui va être réseau, télécommunications, etc. Une voiture, c'est entre 1000 et 3000. Alors 3000, c'est vraiment les véhicules électriques, qu'on en vend énormément. Une voiture aujourd'hui très moderne, pas électrique, c'est plutôt 2000, 2005. Enfin voilà, un lave-linge, par exemple, c'est entre 20 et 50. Donc vraiment, les semi-conducteurs, il y en a partout, partout, partout. À partir du moment où vous avez un appareil qui a un bouton, il y a un semi-conducteur dedans. Donc, on en met de plus en plus partout. Vous le voyez, maintenant, il y a des frigos intelligents. Oui, certes, il n'y avait pas besoin de semi-conducteurs dedans, mais on se donne on se donne le besoin aussi. Donc, voilà pour les définitions. Évidemment, vous aurez l'occasion de poser vos questions tout à l'heure. Je voulais juste parler très rapidement de la loi de Moore. La loi de Moore, elle a été oui, énoncée, on va dire, en 1965 par Gordon Moore, qui est une figure du début de l'industrie, qui a notamment fondé Intel avec d'autres gens. Et en gros, lui, il a prédit en 65, donc au tout début, on était à peine sorti du transistor et du circuit intégré. Il avait prédit que tous les 2 ans, ils allaient doubler le nombre de transistors qu'on peut mettre sur une puce. Donc c'était extrêmement visionnaire. Évidemment, c'est une loi qui répond pas à la physique, c'est des prévisions, on va dire, technologiques, mais elle s'appuyait sur rien. Et pourtant, jusque dans les années 2010-15, elle s'est vérifiée. Aujourd'hui, moins, parce on atteint vraiment des limites de manufacture. Mais même lui, quand il l'a cité, cette loi, il pensait pas qu'elle allait se vérifier pendant aussi longtemps. Mais donc aujourd'hui, ouais, on atteint vraiment presque enfin, même pas presque, on atteint les limites de la physique quand il s'agit de graver des tout petits transistors. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est énorme ce qui s'est passé en termes
de technologie sur la manufacture. C'est un très très gros pan de l'industrie du semi-conducteur. Donc voilà, c'est assez intéressant cette loi. Je voulais juste en parler parce que ça reste très bien dans la définition. C'est un peu quelque chose qu'on est plus ou moins obligé de voir. Le leadership industriel. Donc je vous fais une chronologie un peu grossière parce qu'il manque énormément de choses, mais pour un peu comprendre d'où vient cette industrie et aussi comment ça se fait qu'aujourd'hui elle est répartie comme elle est répartie dans le monde. Donc dans les années 50, c'est des technologies américaines, tout ça, enfin, c'est inventé par des esprits brillants aux États-Unis, donc le transistor, le circuit intégré, tout ça, tout ça. C'est beaucoup financé par la recherche et développement dans le militaire, notamment avec la guerre froide. Dans les années 60, on commence à un peu transmettre, passer du marché militaire au marché civil. Euh, C'était pas évident. En fait, aujourd'hui, ça nous paraît évident qu'on sert des transistors partout, mais à l'époque, oui, c'était utilisé dans le militaire, mais il a fallu quand même des gens se dire comment est-ce qu'on va faire pour le passer au civil et pour quelles applications, etc. C'était vraiment pas évident à l'époque, et si on en est là aujourd'hui, c'est parce que ces brillants ingénieurs étaient aussi des brillants vendeurs, des brillants businessmen qui ont su comment passer du militaire au civil. Euh, Ensuite, à partir de 1964, enfin, c'est un peu le jalon où là, le Japon produit plus de transistors que les États-Unis. C'est que bon, c'est aussi un peu de la faute des États-Unis, enfin de la faute, on s'entend. Mais en gros, c'est eux-mêmes qui ont fait du Japon un peu leur pays de manufacture. Ils se sont dit, bah nous, on veut produire et justement, on veut passer à l'industrie du civil, donc il faut forcément que ce soit accessible dans les prix. Donc il nous faut de la main-d'œuvre moins chère. Et ben en fait, on va au Japon qui voulait quand même soutenir, parce que c'était la géopolitique après-guerre, il fallait soutenir le Japon, leur donner des choses à faire, les garder dans la poche, et donc il y a eu ça. Sauf que les Japonais sont devenus très bons dans ce qu'ils faisaient. Donc comme je vous l'ai montré là, enfin c'est des exemples, mais en 65, ils avaient 600 millions de revenus, le Japon, dû à cette industrie du semi-conducteur. En 85, c'était 60 milliards, donc ça a fait fois 100 en 20 ans. Ensuite, en 68, on a la première usine de Texas Instruments, donc une boîte américaine à Taïwan. Bon, c'était pas 2 ans avant, il y en avait d'autres à Hong Kong. Enfin, c'est vraiment en fait juste le début de la délocalisation de la manufacture, ce qui est logique dans ce que je disais tout à l'heure. Donc le fait qu'on veuille toujours baisser les prix pour rendre les transistors de plus en plus accessibles et en mettre de plus en plus partout. Donc dans les radios, les calculatrices, ça a commencé partout ce genre de choses dans le marché civil. Donc aujourd'hui, ils se mordent un peu les doigts d'avoir autant délocalisé, mais à l'époque, c'était complètement normal. Et ça allait de soi si on voulait survivre et faire de l'industrie quelque chose comme ça. En 78, c'est l'invention de la lithographie, donc c'est le processus de manufacture encore utilisé aujourd'hui, qui a énormément évolué, mais n'empêche que c'est un peu un marqueur. Donc ça a été alors techniquement ça a été inventé au Japon, mais ils en ont rien fait parce qu'ils pensaient que ça allait pas marcher. C'est les États-Unis qui ont réussi à le manufacturer. Donc en 78, c'était 85% des machines de manufacture, donc les machines qui servent à faire des puces, qui étaient faites aux États-Unis. C'est tombé à 50% en 88, notamment avec des boîtes japonaises comme Nikon qui ont fait du reverse engineering. C'est-à-dire que les États-Unis, ils ont créé leur machine, il a fallu qu'ils inventent toute la conception de la machine, alors que les Japonais, ils ont pris la machine, ils l'ont démontée, ils ont regardé comment c'était fait et ils ont refait pareil. C'est ça le reverse engineering. Et ben, c'est une technique comme une autre. En 86, avec le Japon qui a volé beaucoup de parts de marché, volé, on s'entend, beaucoup de parts de marché des DRAM, donc c'était les puces de mémoire qui étaient fabriquées à cette époque-là, en majorité, plus les parts de marché de la manufacture de matériel pour manufacturer. Donc les États-Unis commencent à un peu prendre les choses en main et notamment donc limitent les exports des puces de mémoire du Japon aux États-Unis. Plus il y a une crise en 90 au Japon, notamment à cause des trop gros investissements que le pays faisait dans l'industrie du semi-conducteur. À un moment, ça a été trop. En fait, ça leur a permis d'être leaders pendant très longtemps au Japon parce ils avaient des boîtes soutenues nationalement, contrairement aux États-Unis où c'est beaucoup une entreprise contre une autre. Le gouvernement, il aide pas tellement, il est pas là à investir des milliards, à ordonner aux banques d'investir des milliards dans l'industrie. Ça se fait pas vraiment aux États-Unis, surtout quand c'est eux qui créent leur propre technologie. Alors qu'en Asie, ça se faisait beaucoup plus et ça a bien marché. Donc il y a beaucoup d'Américains qui citaient que c'était injuste ce qui s'est passé donc au Japon, puis en Corée, puis en Chine aujourd'hui. Enfin bref.
En tout cas, ça a bien marché, mais ça a fini par leur retomber dessus. Donc aujourd'hui, ils ont quasiment beaucoup moins de parts de marché. Ça a été repris, si on saute une étape, en 98, c'est la Corée du Sud qui aujourd'hui produit plus que le Japon. Et encore aujourd'hui, ça reste des leaders dans tout ce qui est le marché des puces de mémoire. Et donc c'est aussi les États-Unis qui ont un peu aidé là-dessus parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, donc forcément la Corée est ennemi du Japon, compétition de commerciale sur ce marché-là, tout le monde veut faire des puces parce que ça permet d'avoir du marché qui arrive, et ben du coup les États-Unis ont soutenu la Corée et ça a marché. Et entre-temps, en 93, donc la révolution du PC, donc là du PC personnel qu'on a à la maison, etc. Un énorme boom pour les États-Unis. C'est là où ça développe énormément les puces de logique. Jusqu'ici, on était beaucoup dans la mémoire, là, les logiques, donc les processeurs. Donc, ils retournent à la première place des exports. Donc, je vous ai pas mis la fin de tout le process, mais d'autres éléments clés qui se sont passés après ces années-là, notamment la guerre du Golfe. J'ai même pas eu le temps de mettre à jour mes petits emojis. Ça a rien à voir avec ce que j'ai écrit en dessous, mais j'ai fini il y a 15 minutes mes slides. Bref, la guerre du Golfe. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que le monde réalise le potentiel des semi-conducteurs dans le militaire. Donc avec la guerre en Irak. Alors moi j'étais pas née, mais il paraît que c'était une victoire un peu écrasante. Et ça a été en fait deux réponses différentes. Donc la Chine s'est mise à investir massivement parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils voulaient pas être complètement à la merci des Américains, il fallait pouvoir rivaliser sur ce plan-là. L'URSS était un peu différent. Ils avaient déjà tenté pendant la guerre froide, ça avait déjà pas marché. Et en fait c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est à ce moment-là qu'ils s'en sont vraiment rendus compte que c'était perdu d'avance parce que les techniques qu'ils utilisaient c'était perdu d'avance parce qu'en fait, ils voulaient juste copier ce que les Américains faisaient, mais ça va tellement vite, les transmissions et les passations de génération en génération, qu'une fois que tu as réussi à copier ce qu'ils faisaient 2 ans avant, en fait, tu es déjà en retard. Et donc, ça marchait pas, donc ça s'est écroulé. Bref, c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure, l'expert qui s'en est rendu compte 10 ans avant. Mais c'est qu'en 90, donc en fait, ça marque à peu près aussi la fin de la guerre froide, que là, ils se sont rendus compte à quel point ils étaient en arrière. Et en fait, bah, la guerre froide reposait sur la capacité technologique et militaire. Et ça reposait sur quoi? Les semi-conducteurs. En tout cas, après les années 70-80. Donc voilà. Fabless Revolution. Alors, ce qu'on appelle fabless, c'est les entreprises qui ne font que dessiner leurs propres puces, mais elles ne les produisent pas. Donc c'est un principe qui émerge dans les années 80 grâce à une boîte qui n'est pas une boîte fabless, mais à l'inverse, une boîte qui se met à faire uniquement de la manufacture, ce qu'on appelle des pure play foundry. Donc foundry, ou les fabs, c'est ceux qui font des puces. Et donc, cette boîte en question, c'est TSMC, donc Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, donc une boîte taïwanaise qui porte littéralement Taïwan aujourd'hui. Bon, j'exagère un peu, mais presque. On s'en reste, les gens parfois s'y réfèrent en parlant de Silicon Shield parce que c'est ce qui donne à Taïwan cette position hyper stratégique qui la protège, en tout cas pour l'instant, de la Chine et de tous ceux qui voudraient lui faire du mal, parce que le monde entier dépend de TSMC, qui aujourd'hui a une position énorme dans le marché du semi-conducteur. Donc cette boîte-là, elle va parier sur le fait de faire que de la manufacture. Jusqu'ici, les boîtes comme Intel, Samsung, ils faisaient les deux. En fait, ils concevaient c'était les premiers dans le truc. Donc évidemment, il fallait qu'ils les conçoivent et qu'ils les fassent. Et TSMC a dit, moi, je vais que les faire parce que notamment la loi de Moore, on sait que tous les 2 ans, on va diviser par 2 la taille des transistors si ça se vérifie, ce qui a été le cas. Donc ça va devenir de plus en plus complexe. Et en fait, ils ont complètement raison. Ça restait un pari, c'était pas évident à cette époque-là parce qu'il y avait quasiment très peu de boîtes, une dizaine, une vingtaine de boîtes qui dessinaient des puces et qui les produisaient pas. Et quand ils les produisaient, c'était payer une ligne d'assemblage dans une usine d'Intel un peu entre deux lignes Intel, et bah ils faisaient leur processeur, mais c'était pas du tout quelque chose qui se faisait. Donc TSMC propose ça, et en plus, en étant une boîte qui fait que de la manufacture, c'est pas les concurrents des gens à qui ils vendent leurs services, parce que quand tu es Apple et que tu fais designer ta puce à Samsung, enfin designer, pardon, produire ta puce à Samsung, en fait, c'est ton concurrent. Donc il y a des choses où tu te dis, et si jamais je retrouve mes technologies, enfin ce que j'ai fait dans une puce de mon concurrent, enfin c'est pas forcément, voilà. Et donc TSMC joue là-dessus, ils ont un peu parié dessus, et aujourd'hui on a des centaines de boîtes qui designent leurs puces et qui les font pas. Donc voilà, tout ça grâce au pari de TSMC, c'était un peu des génies, mais ils ont bien réussi. Euh, donc, comme je disais, la manufacture devient hyper complexe. C'est le lien avec la dernière partie, EUV, donc c'est extrême ultraviolette
ultraviolette, oui, juste. Donc c'est une technique de lithographie, donc ce que je disais, le process pour manufacturer des composants. Et faut savoir que c'est les machines commercialisées les plus complexes jamais faites par l'humain. Donc je dis commercialisées parce que dans le militaire c'est un peu flou, on sait pas trop ce qu'ils font et ce qu'ils font pas. Mais en tout cas en termes de machines vendues au grand public, c'est-à-dire que si moi j'ai plusieurs centaines de millions d'euros, je pourrais m'en acheter une. Mais j'ai pas. Mais donc c'est hyper intéressant. Il y a énormément de documentaires là-dessus. J'aurais pas le temps de trop m'épancher, mais pour vous donner des ordres d'idées. C'était des investissements hyper risqués. Donc c'est des décennies de recherche et développement, des dizaines de milliards investis par la boîte qui l'a fait et d'autres boîtes, parce qu'en fait c'était faisable théoriquement en fait, et on savait qu'on pouvait utiliser cette longueur d'onde-là, mais c'était infaisable pratiquement. En fait, toutes les boîtes qui à l'époque faisaient des machines qui manufacturent des puces disaient ce n'est pas faisable, c'est beaucoup trop complexe, en fait c'est quasiment impossible à faire. Et en fait, il y a une boîte qui a dit ok, nous on essaye, on le fait. Et les boîtes qui produisaient donc les fabs, donc TSMC, Intel, Samsung, les gens qui produisent des puces, ils se sont dit bah en fait faut qu'on parie sur eux qui l'ont essayé, parce que si on fait pas de l'EUV, c'est fini. Enfin, la loi de Moore s'arrête et on sera plus capable de progresser. Donc, c'est soit on progresse, soit on s'arrête là où on est, on stagne. Donc, ils ont investi dessus. Et ASML, la boîte qui fait de l'IOV, c'est la seule au monde qui sait le faire. Parce que, comme j'ai dit, des dizaines d'années de recherche et développement et des milliards, etc. C'était hyper complexe. Ils ont un monopole. Mais alors, pour vous rendre compte, quelques petits fun facts sur cette machine, parce que c'est une prouesse technologique. Euh, pour vous le dire, donc la boîte, elle est basée aux Pays-Bas. Elle utilise des lasers d'une boîte américaine qui sont composés de plus de 400 000 parties différentes. Le laser, il doit être capable de tirer 50 000 fois par seconde sur des petites gouttes d'étain qu'ils ont lancées et après ça va faire. Bon, je vous épargne le reste du processus. C'est très compliqué, mais ce laser qui après rebondit sur des miroirs, les miroirs qui doivent être d'une précision incroyable. Donc c'est la seule boîte qui les fait, c'est Zeiss, une boîte allemande qui fait les surfaces les plus planes du monde. C'est-à-dire que ils donnent l'exemple que si dans leur dernière machine là, si les miroirs tu les tends à la taille du monde, le plus gros écart, donc plus gros trou ou la plus grosse bosse, il ferait l'épaisseur d'une carte à jouer, genre un valet de pique. Enfin c'est insane le niveau qu'il faut atteindre. Enfin bref, c'est des experts mis avec des experts qui arrivent à faire un truc. Il faut des degrés de précision. Et il disait dans une vidéo que ils doivent être précis au point d'être capables, et si on augmente encore une fois l'échelle pour mieux se rendre compte, de sur la Terre envoyer un rayon, un point qui sur la Lune touche une pièce de monnaie. C'est de ce genre de prouesse technique dont on parle. Donc ils ont fait le pari, ça a marché, aujourd'hui c'est commercialisé. Mais voilà, c'est extrêmement improbable. Et donc évidemment, ils ont un monopole. C'est la seule boîte au monde qui est capable de faire ces machines. Et ces machines-là sont les seules qui permettent de faire des puces de 5 nanomètres ou même 7, je sais plus quelle est la limite, ou moins. Sinon, après, il faut d'autres machines, hein. On n'est pas obligé d'avoir cette dernière technologie. C'est tellement un monopole que au moment où ils l'ont sorti, il y a énormément de boîtes, donc de gens qui fabriquent de fab, qui qui fabriquent des puces qui ont directement dit en fait non, on peut pas se permettre de l'acheter parce que c'était plus de 100 millions de dollars, je crois. Donc il y en a qui ont directement dit en fait non, on fera pas le pari, on restera sur des puces de moins haute technologie, dont il y a quand même encore besoin hein, dans tout ce qui va être voiture, électroménager, etc. Les hautes technologies, c'est vraiment pour tout ce qui va être smartphone, ordinateur, intelligence artificielle aujourd'hui, probablement des trucs militaires, mais c'est le haut du gratin, mais on n'a pas besoin de ça partout, quoi. Voilà. Mais donc ouais, c'est des prix tellement exorbitants qui disaient que, enfin par exemple le Pentagone, même s'il le voulait, parce qu'évidemment le but c'est d'avoir toute la supply chain à la maison aujourd'hui, même s'il le voulait, le Pentagone ne pourrait pas se faire une usine, parce que se créer une usine c'est plusieurs milliards de dollars d'investissement, et qu'en plus c'est des trucs, bah dans 2 ans c'est obsolète si tu mets pas les sous en R&D qu'il faut, c'est pas la peine quoi. Voilà pour le EUV. Donc, je voulais faire un petit point dessus parce que ça aussi, c'est un des sujets les plus intéressants. Donc, je vous ai fait la petite histoire et en fait, ça nous permet d'expliquer comment est-ce qu'on se retrouve avec la supply chain actuelle. Je vais essayer de vous la faire assez vite. Le petit point de départ, là, les licences IP, c'est en Angleterre. En fait, je sais pas si on voit très bien. En gros, il y a une boîte qui s'appelle ARM qui vend des sets d'architecture, enfin des licences pour une architecture qui permet une architecture
de logiciel, on va dire, qui permet de créer des puces. Donc en fait, il faut payer une licence pour pouvoir dessiner ces puces. Donc ça, c'est la première étape. Très abstraite, je vous l'accorde, mais moi, je suis pas à 100% en phase avec ce que ça veut dire exactement. Ensuite, on a les logiciels de design. Donc juste les logiciels sur ordinateur qui va te permettre de pouvoir dessiner une puce. Et ça, il y a que les États-Unis qui le font. Donc c'est un de leurs monopoles, même d'ailleurs le seul où ils sont vraiment 100% en monopole sur leur pays. Ensuite le design, donc c'est-à-dire en fait toutes notamment les fabless, mais ça peut aussi être des boîtes qui ont leur manufacture et qui le font comme Intel. Mais donc ça, les principaux points, ça va être les États-Unis, l'Europe, la Corée, ils en font. Je pense que la Chine aussi, j'ai pas une petite truc, mais probablement qu'ils designent des chips. Enfin, c'est même pas probablement, c'est sûr. J'ai oublié de mettre une petite pointe, mais c'est sûr. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les manufactures d'équipements. Donc, j'ai pointé les Pays-Bas. Ils sont pas très bien localisés, mais c'est les Pays-Bas qui est en bleu clair en Europe. J'ai mis aussi les États-Unis parce que oui, il y a cette machine de lithographie, mais en fait, c'est pas la seule étape de la manufacture. Et donc, il y a d'autres étapes où il y a des boîtes américaines qui en font, mais c'est pas des monopoles comme ASML. C'est des cas un peu moins intéressants, mais ça reste partie du processus. Pareil au Japon, notamment Nikon, Canon, qui font aussi des machines pour la manufacture. Et donc, la manufacture en elle-même, il y en a principalement à Taïwan, la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis. Vraiment pas beaucoup en Europe. Et ah oui, en violet très clair, il y a le test et l'assemblage. Ça, c'est des étapes un peu moins cruciales, enfin qui peuvent être faites un peu n'importe où. Il y a moins besoin de ressources hyper précises. Et donc ça va beaucoup être en Chine, en Asie du Sud, Singapour, etc. Donc voilà, c'est des petits zooms, mais globalement, je vous en ai déjà parlé de ça. Donc, je vous ai dit donc ARM pour les licences. J'ai donné des exemples de logiciels qui peuvent servir à concevoir des puces. Les faiblesses, je vous en ai parlé. Alors pour les exemples, je sais pas, enfin c'était des noms que vous avez entendu parler récemment, mais AMD, Qualcomm, Nvidia, Apple, Google, Amazon, tout ça c'est des boîtes qui ne manufacturent pas leurs propres puces. Notamment Google, Amazon, c'était beaucoup plus récent, leur intérêt d'avoir leur propre puce parce qu'ils font pas des smartphones, mais ils sont beaucoup dans le cloud. Donc en fait, tous ces trucs de data center, il y a aussi besoin de puces, notamment de stockage et tout ce qui va être faire entraîner des intelligences artificielles. Pareil. Qualcomm, ils font beaucoup de réseaux. Et AMD, c'est des processeurs comme Intel. D'ailleurs, fun fact, AMD avait des fabs, donc avaient leurs usines de manufacture, et ils ont compris, eux, qu'ils allaient pas pouvoir faire les deux, qu'il y allait y avoir un pan, la manufacture ou le design qui allait être perdant. Donc ils ont décidé de séparer, et leur ancienne usine s'appelle aujourd'hui Global Foundries, qui est un des principaux sites de manufacture de composants aux États-Unis. Donc c'était un bon pari. Contrairement à Intel, qui je pense qu'il y a un petit côté d'ego, en fait depuis le début et a dit non, nous on design et on fait et on manufacture nos puces. Samsung le fait aussi, eux ils s'en sortent vraiment bien. Et donc en équipement de manufacture, je vous ai parlé d'ASML tout à l'heure qui font les seuls EUV, donc je vous ai parlé Canon, Nikon au Japon et aux USA. En gras, j'ai mis vraiment les quasiment monopoles ou monopoles. Et manufacture, donc TSMC, Samsung, c'est les deux seuls qui savent faire des puces en tout cas de manière commercialement viable, des puces à 5 nanomètres ou moins. Après, il y en a d'autres, donc SMIC en Chine. Alors, faut savoir que les États-Unis ont fait beaucoup de régulations, donc une boîte américaine ne peut pas demander à SMIC de lui produire des puces, mais ils ont quand même tout le marché chinois. Intel, Global Foundries, ça c'est aux États-Unis, UMC à Taïwan, une autre boîte taïwanaise, SK Hynix en Corée. Enfin, bref, il y en a beaucoup partout. Le cas des dernières technologies, je vais faire très rapidement. Donc, je vous ai parlé du cas de ASML, TSMC, etc. Donc j'ai mis 200 000, c'est une moyenne parce que je sais que les machines EUV dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont pris énormément de temps à se faire, c'était plutôt 150 000 $, mais ils ont fait une génération d'après qui utilise la même technologie mais encore plus précise. Et elle, je crois que c'était plutôt 320 ouais, millions, 320 000 millions de dollars.
Donc les puces, alors la limite entre puces de technologie, il y en a qui disent que c'est 7 nanomètres, il y en a qui disent que c'est 5 selon les articles. Globalement, ça représente moins de 5% du volume total des puces faites, mais plus de 20% de la valeur, parce que c'est ce qui coûte le plus cher. On a au moins 70% de produits à Taïwan. Faut savoir qu'il y a 4 ans, c'était 92%, donc à Taïwan, mais spécifiquement à TSMC, donc qui étaient quasiment les seuls à savoir produire des puces de haute technologie. Et c'est à l'époque, les 8 autres pourcents, c'était Samsung. Aujourd'hui, ça se réduit un peu parce que SMIC commence à prendre des parts sur le marché chinois notamment, mais c'est pas aussi viable commercialement que TSMC. Donc voilà, une petite répartition des parts de marché en gros. Donc on voit quand même que Taïwan, c'est et TSMC, ça reste un pan majeur. Et donc il me reste une minute pour faire de la géopolitique. Que dire? Parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais donc on va avoir évidemment les trois plus grands points, c'est États-Unis, Chine, Taïwan. Donc c'est devenu une question de sécurité nationale pour tout le monde. On a voulu globaliser au début parce que ça avait du sens à l'époque, mais l'industrie, elle pardonne pas. Donc pour garder la tête hors de l'eau, il y a beaucoup de boîtes qui ont vendu de la propriété intellectuelle à la Chine notamment pour gagner des parts de marché là-bas parce que ça devenait essentiel. Et aujourd'hui, ça en manque les doigts. Et il y a juste une de mes comparaisons préférées. Il y en a beaucoup qui disent que les semi-conducteurs sont supérieurs au pétrole aujourd'hui en termes d'importance. Enfin, par exemple, la Chine dépense beaucoup plus en import de puces qu'en import de pétrole. Il y en a qui disent que donc les 5 dernières décennies ont été façonnées par le pétrole, les 5 prochaines ce sera par les semi-conducteurs. Et il y a même quelqu'un qui a dit Dieu a décidé où étaient les puits de pétrole, nous on peut décider où sont les femmes. Ça c'était le CEO de Intel, forcément. Mais donc voilà, j'ai pas trop le temps de m'épancher plus que ça dessus, mais c'est super intéressant. Et du coup, bah ouais, tout le triptyque États-Unis, Chine, Taïwan, avec Taïwan qui se retrouve au milieu, donc les États-Unis qui disent qu'ils sont prêts à attaquer militairement, parce qu'en fait, ils ont tellement besoin de TSMC. La Chine, même si la Chine décidait d'envahir Taïwan demain, que les ingénieurs se barrent, ils sont eux-mêmes dans la panade, parce que eux, ils utilisent aussi des puces créées par TSMC en très grande majorité. Ils sont capables de produire que 15% des puces qu'ils utilisent les Chinois. Donc le reste, c'est Taïwan et la Corée du Sud. Enfin bref, c'est des décisions pas du tout à prendre à la légère. Mais en gros, si demain une guerre se déclare, il risque d'avoir des frais à Taïwan et donc pour le monde entier liés à cette industrie. Je suis un peu dégoûtée de ne pas pouvoir en parler plus. Mais voilà, si vous avez des questions, je suis toute oui. Je vais arrêter le, l'enregistrement. Ça sonne la fin de... L'enregistrement est en cours. Voilà, Mm. vous pouvez poser vos questions qui resteront pour toute la vie sur Internet, dans des data centers de Google qui sont qui sont faits avec des puces AMD produites par TSMC. C'est fou, hein, finalement, on retrouve tout partout. Mm. Donc, je vous écoute si vous avez des questions. Voilà, j'espère que... Merci. Merci, Bravo. Elena. J'espère que Mm. c'était pas trop abstrait, trop technique. J'essaie de faire light. Non, non, c'était très passionnant. Merci. On voit que c'est un monde, quoi. C'est un Ah monde. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment... Et en plus, ça permet de voir toutes les actualités géopolitiques. Ça permet de les voir par un autre prisme. Parce que même là, du coup, vous allez, j'espère, en savoir plus sur l'industrie. Ça vous donne un peu un aperçu de tout ce monde souterrain dont en fait personne ne parle. Et encore, ils en parlent un peu plus depuis le Covid, etc. Mais en fait, c'est une des industries avec le plus de valeur. Je crois que c'est dans le top 4 un truc comme ça. Et en fait, comme on n'est pas nous-mêmes là en train d'acheter des puces et de se rendre compte que ah bah la puce enfin c'est pas comme une voiture quoi, et c'est moins concret, mais en fait c'est toutes les autres industries sans exception reposent sur celle-ci quoi. Ah tes Mm. lunettes sont Zeiss, eh ben Mm. elles doivent être sacrément plates. Mais voilà, je vous invite. Alors, j'ai pas encore mis mes sources, mais je pourrais faire une slide en plus parce qu'il y a notamment ce livre-là qui est hyper intéressant. Bon là, ça va vraiment 1000 fois plus en profondeur que ce que moi j'ai dit, mais beaucoup de documentaires de moins d'1 heure sur YouTube qui sont très très intéressants et donc vraiment faits pour. Moi, c'est comme ça que je suis tombée dedans, en plus de mon travail. Mais je mettrai donc une slide avec un maximum de liens et comme ça, on les mettra sur le petit site qui arrive. Et comme ça, vous pourrez retrouver si ça vous intéresse. Après, vous tapez semi-conducteur sur YouTube, il y a beaucoup de choses. Et voilà, voilà. Mm.
Pas de questions en particulier. Merci pour vos petits commentaires, en tout cas. Euh, Y a-t-il des menaceurs de l'entreprise des Pays-Bas, me demande Elena. Alors, pas trop, notamment avec sa position, bah, que c'est en Europe, donc forcément, c'est beaucoup plus protégé. Et en fait, là, pour le coup, je vois pas qui pourrait chercher à les menacer. Sauf, en fait, bah, politiquement, déjà, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les Pays-Bas sont pas en danger. L'Europe, alliée des États-Unis, tout ce que tu veux, notamment d'autant plus les États-Unis, ils sont encore plus alliés avec toi quand t'as des choses intéressantes à leur proposer. Donc là, ASML, c'est une des boîtes où les gens disent qu'il y a le plus de valeur, en fait, au monde, parce que, bah, c'est sur ASML que reposent les dernières technologies de l'industrie semi-conducteur, sur lesquelles repose tout le reste. Et donc à part même la Chine, en vrai, n'a pas du tout intérêt à faire ça. Alors faut savoir que la Chine n'a pas le droit d'acheter des machines EUV parce que les États-Unis ils tirent des ficelles pour les empêcher. Et comme ASML utilise des technologies américaines, ils disent bah vous n'avez pas le droit de vendre à la Chine les dernières technologies. Mais en fait, pour le coup, la Chine arrive à rattraper son retard sur énormément de plans en termes de capacité de production, même de taille de puces gravées, etc. Mais pour le coup, refaire la technologie EUV, comme je vous ai donné des exemples tout à l'heure, c'est quasiment impossible. Ils vont pas pouvoir rattraper ce retard-là. Et donc, ils ont plutôt intérêt à séduire les Pays-Bas et à leur dire que les États-Unis sont les méchants pour qu'ils coupent un peu leur pont et qu'ils leur vendent des machines EUV. Mais pour le coup, les Pays-Bas, ils sont vraiment très ils sont un peu sur un petit nuage, quoi, on va dire. Voilà pour répondre à ta question. Moi, j'ai une question sur le fait que on voit que des technologies qui sont cumulatives et qui, en quelque sorte, s'additionnent les unes sur les autres. Enfin, il y a tout le temps des progrès qui s'ajoutent les uns sur les autres. Mais on a aussi le sentiment qu'on a affaire là à des technologies qui, au contraire, rendent obsolète toute la génération antérieure qui, en quelque sorte, qui est détruite, qui est remplacée par la nouvelle génération. C'est pas tout à fait la même logique de transmission, si j'ose dire. Une Mhm. transmission par accumulation ou une transmission par remplacement intégral. Je pense que, par exemple, nous, on a bien vécu ça par rapport à nos supports pour des musiques. On avait des supports de musique qui ont été rendus complètement obsolètes. Il fallait se redoter de nouveaux systèmes, etc. Comment tu vois cette évolution? On peut toujours compter sur Olivier pour faire le lien. Merci, que j'ai peut-être pas assez souligné pendant la présentation. Mais du coup, oui, c'est vrai que, en tout cas, en ce qui concerne les dernières technologies et donc la course au plus de transistors sur une puce, donc avec tout ce qui est la loi de Moore, etc. C'est vrai qu'en fait, ça, c'est les premiers qui arrivent à déjà le faire, mais ensuite le manufacturer à grande échelle. Bah, ça rend direct la génération d'avant complètement obsolète. Enfin, si t'es Apple, que tu cherches à faire des processeurs très complexes et qu'il y a une boîte qui te dit bah moi je peux faire ça et l'autre qui dit je peux être 2 fois plus puissant 2 ans après, bah tu vas vers le 2 fois plus puissant. Et donc en fait, pour le coup, ceux qui sont dans les hautes technologies, eux c'est vraiment la course à genre faut pas avoir plus de 6 mois de retard sinon c'est fini. Et donc c'est pour ça qu'il y en a très très peu, donc bah 3 et demi si on compte Intel, mais qui vraiment fait des paris qui tiennent pas. Intel, c'est très intéressant aussi la très mauvaise gestion qu'ils ont depuis les années 2000. C'est un très bon exemple, mais bon, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Mais du coup, ouais, c'est là pour le coup, si tu bois la tasse, c'est fini. Et il y a énormément de cas où des boîtes entières ont coulé parce que un mauvais investissement, parce que un manque de clients à un instant T, et en fait, l'industrie a pas pardonné. Et en fait, il y a tellement d'autres joueurs à côté. Enfin, tu perds une part de marché et elle va être mais prise instantanément d'assaut. Et ben c'est comme, enfin, typiquement le côté, je l'ai pas trop dit en détail tout à l'heure, le la rupture de puce qu'il y a eu pour les voitures. En fait, il faut savoir que pendant le Covid, l'industrie automobile a dit on va plus avoir de commandes à cause du Covid, donc on coupe pour l'instant nos achats de puces. Et donc, bah, globalement, à TSMC, la plupart. Et à TSMC, eux, ils ont des lignes en plus, et bah, ils les donnent, ils ont énormément de clients, en fait, donc ça reprend. Et après, l'industrie s'est rendu compte qu'ils avaient tort, que les gens, en fait, ont vachement plus consommé pendant le Covid que ce qu'ils pensaient. Et donc, ils ont dit, bah, on va recommander des puces. Et là, ils se disaient, mais c'est trop tard, on n'a plus vos lignes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu un énorme retard. Et donc, en fait, c'est vraiment des choses qui pardonnent pas. Il faut être, comme tu dis,
t'es remplacé très très vite par autre chose. Et, et ce qui était marrant aussi dans donc après le Covid, il y a eu pour l'industrie de l'automobile, c'est là où ça s'est le plus vu parce que eux, ils ont carrément arrêté de prendre, donc ils avaient plus du tout de place chez les manufactureurs. Mais en fait, il y a aussi juste la demande en général dans le monde de la tech qui a énormément augmenté pendant le Covid. Tout le monde a changé son PC, tout le monde a fait ci, ça. Donc même ceux qui avaient jamais arrêté de commander des puces, ils pouvaient pas en commander plus. Donc il y a eu un problème partout. Et même, du coup, TSMC qui se voit avoir énormément plus de commandes et qui veut commander des nouvelles machines chez ASML. Et ASML dit, on peut pas parce qu'on n'a pas reçu les puces qu'il nous faut pour faire les nouvelles machines. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, enfin vicieux ou vertueux selon l'état du marché à ce moment-là. Mais voilà, donc il y a bien un remplacement d'une génération par une autre. Un flux méga tendu, ouais, ça c'est sûr. Et pareil, par contre, si tu as investi des milliards dans une fab et que tu as quelques lignes qui sont vides, parce qu'à ce moment-là, il y a un peu un trou dans le marché, c'est la fin de ta boîte. Parce que il faut vraiment la rentabilité de ces machines-là. Enfin, bah, ça compte plusieurs centaines de millions. Et donc, en fait, il faut que ça tourne à un rendement, mais faut qu'elle tourne 24 heures sur 24. Sinon, c'est mort. Sinon, tu rentabilises pas. Donc voilà, un monde qui ne pardonne pas. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que je vous libère? Bah écoutez, ça fait 47 minutes. Et Clotilde, en France, les différentes boîtes qui sont sur ce secteur-là, c'est quoi? C'est qui? En France, alors l'Europe déjà en général, on n'est pas très bon dans cette industrie. La France spécifiquement, en fait, on ne voit vraiment pas du point de vue national, à part si genre il y a des boîtes comme ASML aux Pays-Bas. C'est vraiment, on va regarder l'Europe en général. Et ils essayent, comme tous les autres, de faire venir de la manufacture. Euh, donc en fait, je sais pas si vous avez entendu parler des CHIPS Act, c'est des plans de financement. Donc à l'échelle européenne, il y en a, à l'échelle des États-Unis, il y en a. Ils vont payer des boîtes pour qu'ils viennent installer leurs usines. Donc il y a de la manufacture à Dublin, il y a Intel qui a une fab. Après, la France en particulier sur la supply chain, on n'est quasi pas dans une étape précise parce que nous, on n'a pas eu de plan enfin, en fait, donc les plans de subvention, là, il y en a eu plusieurs. Il y en a qui ont commencé et qui n'ont pas fini, honnêtement. Dublin, je crois que c'est un des exemples où ça a marché. Et la France, après, pour le coup, dans tout ce qui va être fabless, donc les boîtes qui conçoivent des, euh, des puces, là, pour le coup, on en a peut-être en France. Bah, déjà, on a des boîtes dans l'intelligence artificielle. Il y avait c'était Mistral, je crois, qui était français. Enfin, à partir du moment où tu as une boîte dans la tech qui conçoit ses puces, on a un pied dans l'industrie, mais on a vraiment un pied au premier stade, donc en client fois 1000. Enfin, si après tu vends tes services d'IA, mais c'est pas vraiment la même position. Tu vas avoir beaucoup moins surtout quand t'es dans l'IA, tu commandes pas non plus des milliards de puces. T'es pas comme une production de smartphone, donc t'as quand même moins de poids. Donc voilà, tu pèses un peu moins dans l'industrie. Alors que Apple, qui est le premier client de TSMC, ils ont un mini poids, mais encore, s'il n'y a pas Apple, il y en a d'autres. Ceux qui designent les puces, c'est pas non plus ceux qui ont le plus de poids, ça va être beaucoup plus les manufactureurs et ceux qui font les équipementiers, quoi. Donc ouais, non, la France, même l'Europe, on est un peu en retard, mais ils essayent, hein. Enfin, en fait, à partir du moment où vous savez, et si vous tendez un peu l'oreille, vous allez voir que ça en parle. Un peu, genre ah, machin, l'industrie des semi-conducteurs. Mais tout le monde est obligé d'en parler parce que c'est trop central aujourd'hui et que maintenant qu'on a vu le problème, on peut plus l'ignorer. Mais en même temps, enfin, je veux dire, le but, c'est que tout le monde cherche à gagner des parts de marché, peu importe on va dire l'étape de la supply chain. Mais en fait, si c'est gagner une part de marché, ça veut dire que quelqu'un d'autre en perd. Personne n'est prêt à en perdre. Tout le monde se bat bec et ongle, en fait, quand on n'est pas dedans. Alors, attendez, j'ai des petites questions. Quel est le niveau de risque d'investir aujourd'hui sur ASML? Alors, je suis pas du tout bonne en investissement, mais pour moi, de ce que, de ce que je connais, de ce que je vois d'ASML, peu de risques, parce que là, on parle vraiment d'un monopole à 100%. Donc, il n'y a aucune boîte au monde qui sait faire ce qu'ils font, et si quelqu'un veut essayer,
ce sera pas avant des décennies qu'ils vont réussir à faire quelque chose de viable. Donc pour moi, ASML, ça doit être la boîte je connais rien en investissement. Si je devais parier sur une boîte, ce serait elle. Celle où, parce qu'il y aura toujours une demande de composants. Ça s'arrêtera pas. On fait que doubler chaque année. Je crois que on parle en anglais, c'est les trillions là. Donc je pense qu'en français, les milliers de milliards de composants chaque année fabriqués, quoi. Donc beaucoup, des dernières technologies, seulement avec des boîtes, faites par des puces qui sortent des machines ASML, quoi. Donc voilà, après les conseils financiers me tenaient pas responsable. Voilà, voilà. J'ai bien répondu à ta question, François? Ouais, merci, carrément. Et j'ai une autre question. Pour faire des semi-conducteurs, comme ça, il faut quel type d'industrie? Des micro-robots, mais il faut quel type de matériaux? Du coup, c'est à partir de quels métaux? Je l'ai même pas dit. J'aurais dû le dire dans cette définition, mais en effet. Donc le matériau principal, c'est ce qu'ils appellent en anglais le silicone, mais c'est un faux ami. En français, c'est le silicium. Donc le silicium est un matériau semi-conducteur. Il y en avait d'autres, mais on s'est rendu compte que c'était hyper toxique pour la pour la santé. Donc c'est le silicone, enfin le silicium, qui est utilisé en majorité. Donc en fait, on va faire des disques très très fins de silicium, et c'est là-dessus, donc ça s'appelle un wafer. C'est là-dessus qu'ils vont graver les puces. Bah d'ailleurs, attendez, sur la première slide, c'était un wafer. Ça, c'est en gros un wafer vu de très près avec des puces gravées dessus. Et après, il y a énormément d'autres matériaux qui rentrent en compte, parce que pour la lithographie, en fait, faut mettre des matériaux photorésistants, et après tu graves avec du coup un laser, une longueur d'onde, et ensuite t'enlèves le truc. Enfin, c'est un processus très complexe que je connais pas, mais donc le matériau principal, c'est le silicium, d'où la Silicon Valley, d'où le Silicon Shield aussi de la position de Taïwan avec le silicone, parce que on parle de puce, mais avec c'est les autres noms qu'on dit de manière imagée pour écrire des beaux articles. On parle aussi de silicone du coup directement. Et pour le coup, c'est pas du tout un matériau rare. Je crois qu'il y en a énormément dans la croûte terrestre. Voilà. Mais il y a d'autres matériaux. Ah bah si, j'ai oublié de dire, mais par rapport à l'Europe, je crois que l'Europe, ils fournissent pas mal dans le process de lithographie, tu as besoin de certains gaz pour que le laser passe, enfin, c'est super, super complexe. Et il me semble que l'Europe fournit certains matériaux un peu utiles à ça. Est-ce que c'est un monopole? Je sais pas du tout. Ou est-ce que c'est le principal fournisseur parce qu'ils ont réussi à se positionner comme ça? Mais c'est en effet un aspect de l'Europe. On fournit quelques matériaux. Mais donc voilà, principalement le silicium. Et je crois qu'il y en a qui font des recherches sur autre chose, notamment la Chine, ils font des recherches sur tout et ils investissent 3 fois plus que les États-Unis. On va voir si ça va payer, mais les gens ont tendance à dire qu'il faut se méfier de ce que les Chinois sont capables de faire, parce qu'on les a déjà vus rattraper du retard. L'étain, je sais pas si c'est semi-conducteur, mais on s'en sert dans les processus de manufacture, parce que c'est pour réussir à faire en fait les lasers dans le processus de lithographie, faut graver en gros avec un super mini laser. Donc qui fait, je crois, la taille enfin, on est vraiment sur de la précision atomique là en ce moment sur les dernières technologies. Et donc pour avoir un laser comme ça, il faut partir d'une certaine longueur d'onde. Et après ça rebondit, donc ça va dans du gaz, ça passe par de l'étain. En fait, le laser, quand je disais tout à l'heure, ça doit taper 50 000 fois par seconde sur des gouttes d'étain en fait qui sont projetées aussi à 50 000 fois par seconde du coup parce qu'il faut que ça se touche. Donc c'est vous dire le niveau de précision qu'il faut. Et ensuite, en fait, ça va transformer la lumière et après ça rebondit sur des miroirs. Donc les miroirs Zeiss, c'est pas le miroir comme on a chez nous parce que ce qu'on balance là, c'est des UV, donc c'est des trucs qui sont absorbés partout, même l'air. Donc déjà tout ça c'est fait dans du vide. Et c'est même absorbé par les miroirs du coup, donc ça se réfléchit pas, donc ils font des miroirs hyper spéciaux avec plein de couches de différents matériaux que j'ai oublié. Mais voilà, donc l'étain on s'en sert dans le processus, mais c'est pas ça directement qui est sur le silicone. Enfin sur les wafers, les disques de silicone. Mais tout ça, ouais, c'est des processus super super intéressants. Donc moi, je vous invite si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder des vidéos sur ASML et le développement de ces machines EUV.
c'est super, super intéressant. Et c'est très, très vulgarisé. C'est-à-dire que c'est vraiment pas du tout compliqué à comprendre, même quand on n'y connaît rien. Et c'est juste, ça donne des chiffres impressionnants. Et t'es là, mais comment c'est possible? La situation, les zooms sur du coup la géopolitique Taïwan, Chine, États-Unis par le prisme de cette industrie-là, c'est super intéressant aussi. Et je sais plus quoi d'autre. Quel était le troisième point très intéressant? Tout est très intéressant dans cette industrie. Mais voilà, moi je vous encourage à aller voir parce que c'est très très, c'est super. C'est super l'industrie du semi-conducteur. Voilà, voilà. D'autres questions? Je vous libère? N'oubliez pas d'arrêter ton enregistrement, peut-être. Ouais, je vais faire ça.